Une nouvelle édition avec Christian revenu parmi nous, avec Daniel, Serge, Nadia. On commence par Daniel. Bon carnaval. Ah ben écoute, calme et puis studieux, parce que j'ai profité pour faire toutes mes révisions, compte tenu de ce qui m'a marqué, comme beaucoup de monde, l'invasion de l'Ukraine. Donc j'ai revu toute l'histoire, donc très studieux, très calme. Beaucoup de travail. Oui, mais c'est passionnant de C'est une travailler. vieille histoire, ça remonte au XVIe siècle. Ben oui. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Absolument. On continue par M. Tali. Oui, bonjour. Cette semaine, c'est très curieusement la mort de Jean-Pierre Pernaut qui a retenu mon attention. Oui, parce qu'avant Jean-Pierre Pernaut, on dénonçait le parisianisme de télévision, et à partir de Jean-Pierre Pernaut, on dénonçait le provincialisme de Jean-Pierre Pernaut. Donc c'était les mêmes. Donc comme quoi. Oui, la retourne. Non, c'est que les gens, ils n'ont pas d'opinion, ils sont là pour attaquer les autres. Opinion variable. Il est mort de cancer du poumon. Oui, jour de grande souffrance, paraît-il. On passe à Dania, on saute comme ça de l'un à l'autre. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, moi, la semaine, à part le carnaval, il n'y a rien eu, objectivement. Tu as fait un carnaval? Même pas. Mais le fait de savoir que le carnaval avait repris, que le vidé dimanche, lundi à Fort-de-France, enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était un bonheur de retrouver ce moment de liesse populaire dans une ambiance bon enfant. Voilà. De gentilles transmissions du virus, très sympathique. Oui, chaudement. Hein, il faut aussi de la chaleur. Avec beaucoup d'amour. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis Vaval a brûlé. Comme j'allais dire comme chaque année, non, parce que depuis 2 ans, on en avait été privé, voilà, donc dispensé. là, ça y est, les choses reprennent leur cours normal. Ouais. Je persiste sur le carnaval, mais c'était quand même un phénomène culturel, Christian. Ça va? Moi, j'ai la nostalgie, parce que je suis carnavalier d'habitude. Je suis dans un groupe qui s'appelle Charivari, et nous sommes le seul groupe qui présente un orchestre sur char. Et nous sommes sur char depuis 10 ans. Mais pas cette année. Nous jouons le patrimoine, quoi. Pas cette année. Mais pas cette année. Pourquoi pas? Non, c'était trop tard. C'était trop tard. Alors, on a un groupe de plus de 70 personnes, des femmes en général, qui sont très, très entreprenantes, parce que 2 mois avant, elles font les costumes, elles travaillent. Non, mais c'est extraordinaire. Et puis nous, on est des musiciens. Et tu nous as jamais invités à participer. Mais vous n'êtes pas qu'à venir carnaval. Tu n'en sais rien, tu ne nous as pas invités. Mais je vous en parle là aujourd'hui. Encore, Gérard, tu le sais. Oui, donc voilà. Donc je suis nostalgique. L'année prochaine avec Charivari. Prenons date. Pour ma part, je vous ai préparé un billet que j'ai appelé Mon billet à contre-temps. Je vais essayer de vous le lire avec élégance, classe et distinction. Alors, l'argent, élément important du conflit Russie-Ukraine. On va en parler longuement, mais ça, c'est un avant-bouche, ça. Plutos, dans la mythologie grecque, désignait le dieu de la richesse et de l'abondance. Zeus, pour éviter que Plutos devienne le bienfaiteur des hommes et menace ainsi son pouvoir, a décidé de le rendre aveugle. Dans le Nouveau Testament, il apparaît Plutos en Matthieu et en Luc. Dans le judaïsme tardif, en hébreu misnaïque ou en araméen targumique, je suis allé sur Google voir ce que ça veut dire. C'est bien. Mammon désigne la richesse ou le gain souvent mal acquis. Dans le Talmud de Babylone et dans les Targum, il a le sens de profit ou d'argent. Mais tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec notre affaire? S'agissait de notre affaire. Bon, l'exclusion, ce qui a provoqué en moi cette réflexion, et je suis sincère, ce n'est pas un effet de télévision, l'exclusion de la Russie de SWIFT est considérée comme la mesure la plus efficace, vous vous souvenez, ça fait de ça quelques jours, la plus efficace de rétorsion pour arrêter la démarche belliciste de la Russie. J'ai dit la SWIFT, comment SWIFT parle de Poutine. Alors c'est quoi SWIFT? Je suis allé voir ce que c'est. C'est un nouveau Dieu, un espace contemporain de puissance et de pouvoir, me suis-je dit. C'est terrible. En fait, ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Traduction, Société pour les télécommunications interbancaires mondiales, tout simplement. C'est ni Mamoun, ni encore moins Plutos, c'est simplement un système sécurisé de virements bancaires utilisé par quand même 11 000 institutions financières de plus de 200 pays, dont la Russie, essentiellement la Russie, vous avez compris. Cela permet aux banques de faire des transactions de manière sécurisée et tracée via un système informatique. En 2021, le réseau SWIFT a transmis environ 10,6 milliards d'ordres de paiement à travers le monde.
la Russie, en comportant un certain pourcentage. Important, je vous le dis, avec le pétrole, etc. Donc voilà ce que m'a inspiré cette affaire. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, en coinçant comme ça la Russie, puisqu'ils le disent. Et puis après, quand j'ai vu ce qui s'est passé depuis ces dernières 48 heures, je me suis dit que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'une affaire de fric. Mais en fait, c'est une affaire dont nous allons parler. Mais avant, en dernier lieu, parce que je parle de moins en moins dans cette émission, je vous laisse la parole, vous qui êtes si intelligent, c'est à propos de la guerre. Alors, écoutez cette citation de Erich Hartmann. Erich Hartmann. La guerre est un endroit où les jeunes qui ne se connaissent pas et ne se détestent pas se tuent entre eux, de par la décision de vieux qui se connaissent et qui se détestent, mais qui ne s'entretuent jamais. C'est dur. Excellent. C'est excellent. Un petit jingle pour l'actualité. Alors, j'ai introduit un sujet qui sera développé par Nadia, la guerre en Ukraine. Vous avez vu, priorité aux femmes cette fois-là. La guerre en Ukraine annonce-t-elle une troisième guerre mondiale? Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller? Sommes-nous en guerre d'ailleurs? Nous sommes en guerre, nous, l'Occident. Est-ce que nous sommes en guerre? Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? À vous la parole, Madame Selgal. Ah oui, donc il y a beaucoup de questions dans la question que tu poses. Ouais. Et en fait, pour parler simplement, pour être en guerre, il faut qu'il y ait un conflit armé, qu'un pays tire des armes sur un autre. En l'occurrence, l'Europe n'est pas un pays. L'Europe, c'est un ensemble d'États. Il se trouve que la Russie, qui, elle, est un pays, envahit un autre pays sur lequel elle revendique un certain nombre de droits. Ça ne regarde que. D'un point de vue strictement, enfin de façon factuelle, c'est ça. Et la question, en fait, de savoir si on est en guerre, etc., et surtout si c'est la troisième guerre mondiale, c'est que les guerres précédentes, les deux premières guerres mondiales, elles ont été mondiales par un jeu de traités. Si tu m'attaques, eh ben, en fait, concrètement, tu attaques les autres. Voilà. Et il se trouve là que ces fameux groupes de pays, ils n'existent plus. D'un côté, il y a l'Europe, une Europe qui n'est absolument pas militaire. L'Europe, il n'y a pas d'armée européenne. Les différents États de l'Europe sont composés, ont chacune leur armée, ont chacun leur armée. En revanche, il n'y a pas d'armée européenne. Et à côté de ça, l'Ukraine est un pays indépendant, lorsque la Russie également est un pays indépendant. Donc, lorsque la Russie attaque l'Ukraine, j'ai envie de dire, ça ne concerne que ces deux-là. Il n'y a pas de traité qui soit mis à mal. Première pierre déposée de l'édifice. Seconde pierre, second sujet, on va essayer de construire quelque chose pour que les gens comprennent exactement où nous sommes. Ça s'intitule « Combien d'années avant que l'Europe ne parvienne à s'extraire du piège dans lequel on va faire un peu d'histoire, elle s'est elle-même enfermée après la guerre d'Ukraine de 2014 ». Mon introduction est la suivante. À cette époque, mon cher Serge qui aura développé, la Russie s'était préparée à subir des sanctions. Elle s'attendait à une levée de boucliers. L'Europe ne les a pas imposées. Et plutôt que de réduire sa dépendance à l'énergie russe, on y vient. Je vais parler de l'argent, maintenant on va parler de pétrole, de l'énergie russe. Elle a accru sa dépendance par rapport à la Russie. Développe, Serge. Oui, je suppose qu'il y a des gens qui doivent dire M. Darling Carter s'est trompé, il a parlé de la guerre d'Ukraine de 2014. 2014. Il ne s'est pas trompé, Faisons un retour en arrière. Nous sommes en 1989. L'Union soviétique, l'URSS, explose. Ça va donner 14 républiques, si j'ai bonne mémoire, dont l'Ukraine qui arrive officiellement en 1992. Et les dirigeants ukrainiens sont pro-russes. Voilà, déjà, premier temps. Exact. Et ensuite, l'Union européenne veut créer une association avec le président ukrainien et donc les gouvernements. Et malgré des promesses de l'ordre de 60 milliards d'aides de l'Europe à l'Ukraine, l'Ukraine refuse. D'autant que l'Europe condamne l'arrestation de la première ministre, qui est une dame, rappelez-vous cette image avec ses t-shirts orange, c'était la révolution orange, qui s'appelait Yulia Tymoshenko, qui était l'ancienne première ministre, qui avait été arrêtée par le gouvernement. Et de fait, les Ukrainiens choisissent la Russie. Enfin, le gouvernement ukrainien, ça avait en novembre 2013,
choisi la Russie. Certains Ukrainiens ne sont pas d'accord, d'où en février une révolution avec ce qu'ils ont appelé l'Euromaïdan. 500 000 personnes réunies à Kiev pour lutter contre les Russes. Ça a abouti à une forme de révolution et au départ du président qui est pro-russe, je le rappelle, Viktor Yanukovych, ou quelque chose qui ressemble à ça. Et il faut quand même dire que dans l'ombre, il y avait Obama qui poussait, c'était le tisonnier qui poussait à la révolte des Russes, des Ukrainiens, donc c'était déjà bizarre. Mais il y a des Ukrainiens, ceux du Donbass, autour de la ville de Donetsk, qui ne sont pas d'accord. Ils sont pro-russes et ils veulent qu'on rejette cet accord Euromaïdan. Et d'autant qu'ils estiment que le gouvernement est pro-américain et qu'il est truffé de nazis. Ce sont les... Alors, évidemment, la Russie est accusée de soutenir les insurgés du Donbass et... Tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, l'Europe menace la Russie de sanctions en 2015, sanctions économiques graves qu'on attend toujours. Et c'est ça la question. Et pourquoi les Européens ne mettent pas en pratique? Et bien voilà, c'est là qu'on arrive. Parce qu'il y a le gaz, parce qu'il y a le pétrole, parce qu'il y a le charbon, parce qu'un pays comme l'Autriche est à 100% dépendant de la Russie. L'Allemagne est à 80% pour le gaz naturel et qu'on ne va pas, comme ça, d'un coup, de dire aux Russes, nous ne voulons plus de vos énergies. Et les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, dépendent au moment où je parle de l'électricité russe. Si les Russes coupent le compteur, excusez-moi, ils sont dans le noir. Ce qui allait se passer pour l'Ukraine aussi. Voilà. Et on me dit, oui, mais on peut changer de fournisseur de gaz naturel. Il paraît que l'Algérie se positionne, peut-être. Les États-Unis, et là, ça c'est un des points essentiels, les États-Unis n'attendent que ça. Parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle le gaz naturel, l'extrait de schiste et ils font. C'est une catastrophe écologique, mais c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui est difficile à transporter dans des bateaux réfrigérés, etc. Enfin, c'est un coût, je ne sais pas combien de fois plus que le gaz naturel russe. Alors, les Européens, pour essayer d'en finir, sont dépendants, sont très dépendants des exportations russes depuis 2014. J'ose dire que le business est plus important que les postures diplomatiques. Plutos, Mamoun, les dieux et les Russes ont bien compris ça. Et ils ont bien compris que le Donbass n'a rien changé, donc ils ont continué. Et les Européens se sont enfermés tout seuls dans le piège qu'ils avaient cru tendre. Mais la Russie, c'est un ami en économie, c'est notre frère, on s'embrasse sur la bouche. Et c'est un ennemi en géopolitique. Pourquoi un ennemi en géopolitique? Parce qu'on a vu une carte tout à l'heure. L'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, je rappelle que l'Atlantique, c'est cet océan qui sépare l'Europe des États-Unis et qui est à peu près à 5000 km de l'Ukraine. L'OTAN a encerclé la Russie, y compris des pays comme la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie. Ce sont des pays qui sont dans l'OTAN, qui sont dans l'Atlantique Nord. À la suite de l'effondrement oui, après 1989, bien évidemment. Mais pas l'Ukraine, parce qu'il y avait un gouvernement pro-russe. Et l'un des buts, c'est que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et donc, pour répondre à la question qui m'était posée, en fait, l'Union européenne a de très gros soucis pour couper les ponts avec la Russie. Et une preuve, c'est que le système bancaire dont on parlait à l'instant, SWIFT, on ne le supprime pas pour la Russie. On le supprime pour certaines banques russes. Et surtout pas les banques russes qui font les tractations sur les hydrocarbures, sur le gaz, sur le pétrole, etc. Donc ils savent bien ce qu'ils font, les Européens. C'est méchant ce que tu dis là. Non, mais c'est... C'est méchant pour le capitalisme. Ah, mais le capitalisme, enfin, on en reparlera tout à l'heure, comme ils croyaient qu'ils avaient gagné. Alors, on avance. Alors, in fine, qui de la Russie ou de l'Occident perdra le plus de cette histoire-là? Parce qu'en réalité, il n'y a peut-être pas de guerre ouverte, il y a une histoire qui est prégnante, mais il y a maintenant des enjeux, on ne sait pas ce qui va se passer, il y aura peut-être des usines nucléaires qui vont exploser, je ne sais pas, il y aura peut-être des troupes qui vont déferler. Enfin, si les choses se passent modérément, qui est-ce qui va gagner le plus? Mon introduction est la suivante, cette guerre est d'ores et déjà dramatique
ne faut pas oublier ça, pour le peuple russe. Parce que si l'argent parti dans la corruption, dans les opérations militaires et dans la propagande avait été consacré aux routes, aux hôpitaux, aux écoles, le peuple russe s'en porterait mieux, la démocratie peut-être aussi, et que peut-être que M. Vladimir Poutine serait moins à l'aise pour quand même faire des choses qui ne sont pas tout à fait rationnelles. Encore qu'il y a une part quand même dans son comportement, on le verra peut-être plus tard, il y a une part d'explication, c'est ce historique. Daniel, tu poursuis ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je le fais avec beaucoup d'humilité parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas géopoliticienne. Simplement, comme beaucoup de personnes en Martinique ou dans le monde, moi, je constate de ce que je vois qu'il y a quand même des problématiques qui sont mises à nu. Et peut-être que c'est une façon de changer de monde, parce que quand on regarde sur des siècles d'histoire, le monde change à certains moments et quelquefois par le conflit. Et s'agissant de l'Europe, puisque à la question qui va gagner, je ne peux pas dire, mais simplement je constate que le conflit a fait progresser l'Europe plus en quelques jours qu'en 20 ans. Donc, par conséquent, c'est déjà une première conséquence. Il y a des points de vue, enfin, je veux dire, des amis de la Russie, comme M. Orban, se sont quand même ralliés pour que, de façon unanime, l'Europe prenne une position. Donc, l'idée de l'Europe, le fonctionnement de l'Europe a progressé. C'est déjà un premier point. Deuxièmement, sur la question économique de la dépendance, ça force l'Europe à se poser des questions, à se demander justement, compte tenu du fait qu'elle est actuellement dépendante des sources d'énergie russes, s'il ne faut pas qu'elle-même mette en œuvre tout un équipement pour qu'elle soit plus autonome. Donc ça, c'est un avantage pour l'Europe. Pour la Russie, moi, je dirais que je ne peux pas parler de la Russie, enfin, c'est mon point de vue. Moi, je parle de M. Poutine, parce que je crois que M. Poutine ne se soucie pas beaucoup des Russes. Parce que tout ce qu'il fait jusqu'à présent, que ce soit au niveau des libertés individuelles, même au niveau, tu le disais en introduction, tout a été fait pour pouvoir favoriser à la fois l'armement et la modernisation de l'armée russe et l'enrichissement personnel de M. Poutine, les infrastructures, le pouvoir d'achat des Russes qui a diminué. Donc, c'est pas son souci n'est pas le peuple russe. Donc, personnellement, je ne sais pas à moyen terme ce que la Russie pourra y gagner. En tous les cas, je pense que les Russes vont beaucoup perdre. Et moi, c'est vrai que devant ces questions qui sont des questions graves, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même des gens qui meurent. C'est une réalité, tu l'as dit, la réalité humaine, elle est celle-là. Et donc, par conséquent, il n'est pas simple. Il n'est pas simple dans ce concert de pouvoir prendre des bonnes dispositions, mais en l'occurrence, il me semble quand même que la réalité, c'est qu'un pays a été en violation des règles internationales, en violation des règles. L'Ukraine, c'est des élections qui ont mené les dirigeants en Ukraine. En Russie, ce n'est pas, même si ce sont des élections, mais on sait dans quelles conditions. Donc, par conséquent, moi, je crois quand même qu'il faut transcender peut-être quelquefois les considérations personnelles et matérielles pour se dire qu'il y a des questions fondamentales qui sont quand même en jeu. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Depuis 20 ans, et l'affaire de la Tchétchénie, et puis l'affaire syrienne aussi, le non-respect de l'engagement d'Obama, qui devait théoriquement, on l'a dit tout à l'heure, Vladimir Poutine s'est rendu compte que les États-Unis n'étaient plus prêts à intervenir dans toutes ces affaires internationales. Christian développe pour moi cet aspect. Je fais des constats et j'ai des interrogations. Alors, j'ai écouté bien évidemment avec beaucoup d'intérêt les propos de l'historien, qui resitue un peu le contexte. Mais j'ai envie de dire plusieurs éléments. Premièrement, même si on est conditionné par les médias occidentaux, l'affaire Navalny, là, c'est ça, c'est pas une petite affaire. Deuxièmement, Poutine, il est là jusqu'en 1936. Tu parles de Navalny, l'opposant qui est maltraité. Voilà. Poutine, il a revu la Constitution, enfin les dispositions pour pouvoir rester là. Ça fait 20 ans qu'il est. L'autre jour, Hollande, l'ex-président Hollande disait, à la différence de nous en France, qui tous les 4 ans nous avons des élections, Poutine, lui, il a le temps. Il a le temps pour lui.
C'est important ça, parce que Bougla, ça personne n'a pas gagné des chouquets, a priori. C'est de royauté, de A priori. Donc, aujourd'hui, tu as parlé de la Tchétchénie, tu as parlé de la Crimée, il y a a priori une nostalgie de Poutine, de l'URSS. OK? On peut noter aussi, même si on peut accuser les Occidentaux, que la Géorgie, ou pas la Biélorussie, mais la Géorgie notamment, veut adhérer à l'Europe. Il y a d'autres pays qui dépendaient... À l'OTAN, c'est pas Voilà, c'est ça. Bon, on peut noter aussi qu'il y a, Poutine, tu le disais, profite un petit peu de l'attitude d'Obama, qui, rappelez-vous l'affaire en Syrie, Obama n'a pas suivi Hollande. Obama n'est pas intervenu. Les États-Unis ont revu leur position un peu impérialiste depuis pas mal de temps. Ils hésitent à intervenir dans le monde. De l'autre côté, l'Europe est fragilisée. Tu le disais, l'Europe n'a pas d'armée. Donc l'Europe, vous savez, chacun demande une souveraineté. Enfin, vous voyez les débats qu'il y a en France par rapport à l'Europe. Donc c'est vrai que tout ça, ça facilite peut-être Poutine. Alors à côté de tout ça, je me pose des questions. Tu le disais, peut-il y avoir une vraie Europe aujourd'hui? Tu le disais, l'Europe a peut-être progressé plus rapidement qu'en 10 ans. En ce sens qu'aujourd'hui, les 27 pays européens ont désapprouvé Poutine. Bon. Oui. D'autre part, les sanctions économiques seront-elles efficaces pour déstabiliser? Tu as parlé de SWIFT. Est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation aussi de la population en Russie? Je ne sais pas, parce qu'il commence à y avoir à Saint-Pétersbourg quelques mobilisations. Mais plus grave, et si aujourd'hui la Chine envahissait Taïwan ou Hong Kong? Ça me fait. Ouais. Non, parce que je dis que si la Chine voit que Poutine envahit l'Ukraine et que personne ne va dire rien, qu'est-ce qui l'empêche d'envahir Taïwan? Ça deviendrait la loi du plus fort. Donc c'est très complexe. Oui. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, quand on a affaire à un État voyou, qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant les armes du droit international? C'est la juriste qui parle. C'est vrai qu'on se sent quelquefois démuni quand il y a des règles qui sont posées et puis qu'on ne les respecte plus. Est-ce qu'il faut un nouvel ordre international? Comment on y arrive? C'est des questions qui sont des questions importantes parce que c'est vrai, la loi du plus fort... c'est complètement ça. Ouais. C'est difficile quand même. L'Ukraine serait donc victime de la faiblesse européenne. Nadia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, au milieu de tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que, pour répondre à la toute première question que tu posais, de savoir si on était à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, j'ai presque envie de dire oui. Mais parce que cette guerre, elle a changé de terrain. Elle n'est plus sur un terrain seulement armé, même si pour le coup, là, il a fallu que la Russie envahisse, sorte les armes, clairement. Mais elle se tient sur un terrain plus économique. Et finalement, c'est plus économique et on pourra apprécier ou pas la force de ce terrain-là. De la même façon que l'Europe s'est rendue dépendante des hydrocarbures russes qui sont... Mais concrètement, on pourrait se poser aussi la question de savoir qu'est-ce que la Russie ferait de tout ça. Parce qu'avoir tout ce gaz et puis pas le vendre, oui. Voilà. Donc, c'est aussi... Sauf que ça, les réponses, elles ne vont pas se jouer tout de suite. De même que, donc, si tu veux, l'arme économique, elle est réelle, mais elle ne va pas on ne va pas voir les résultats immédiatement. C'est pas du court terme. Et la deuxième chose, par rapport à ce que disait Daniel, c'est que effectivement, je pense qu'il y a un nouvel ordre géopolitique qui se dessine. Très clairement, les États-Unis ont indiqué qu'ils ne jouaient plus leur rôle de gendarme. Ils ne vont plus envoyer leurs braves GI sur des terrains qui ne les concernent pas. Il ne faut pas oublier non plus que l'ire de Poutine a été, c'est vraiment manifesté lorsque l'Ukraine a très clairement demandé à faire partie de l'OTAN. C'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Ce n'était pas tolérable parce que finalement, c'est le vestige de l'ordre géopolitique qu'il y avait avant. C'était le bloc soviétique contre les capitalistes américains. Les méchants capitalistes. Voilà. Mais pour répondre ensuite à une question que tu as posée, pour moi, on est complètement dans du perdant-perdant, tout simplement parce qu'on parle d'énergie fossile, on parle gaz de schiste ou compagnie, on parle encore une fois, la ruine de la planète. Et elles sont où, les énergies renouvelables?
cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux, eh ben, c'est elle la grande perdante et on est encore en train de piller de la pire des façons la planète. Oh non, c'est le principe de réalité. On en vient à toucher l'essence même des choses. C'est-à-dire que l'industrie, le développement, c'est les énergies fossiles. Juste un petit mot. On parle de capitalisme. Moi, je suis allé à Saint-Pétersbourg il y a 4 ans. J'ai vu du capitalisme. Hein. Ah oui. J'ai pas vu du communisme. Hein. Il n'y a pas de communisme. Donc aujourd'hui, la Russie n'est pas communiste. Pas du tout. C'est le capitalisme d'État. C'est du capitalisme d'État. Voilà, Oui, c'est ça, hein, important. Et les oligarques, les fameux oligarques dont on parle, donc les fameuses grandes richesses, ces hommes qui ont énormément de pouvoir économique et qui ont une base arrière en Russie, mais qui sont ailleurs sur les autres places Exactement. internationales, Le c'est bien le capitalisme. Ah ouais, Et le pire, les prédateurs. Parce que, oui, non, mais ceux-là, là, les oligarques, quand on regarde, ce sont des prédateurs. Et donc, oui, on peut se dire que les sanctions économiques, SWIFT et compagnie, à terme, c'est peut-être d'eux que viendra la révolution. Peut-être. À trop privilégier les discours qui est plus hypocrite sur la défense de ses valeurs plutôt que celle de ses intérêts, l'Europe s'est enfermée dans une bulle d'irréalisme quant au rapport de force géopolitique du XXIe siècle. Je pense que Serge nous traite très bien cette notion de Fukuyama, de fin de l'histoire. Oui. Enfin, je te laisse. Oui, non, mais précisons, je ne suis pas historien. Ah, je croyais. Oui, Je présentais en général comme ça. Non, Tu es professeur d'histoire. Moi, j'ai un baccalauge. Non, je ne suis pas historien. J'aime beaucoup l'histoire. En fait, bon, c'est pas grave. Mais l'histoire est tellement importante. Bien sûr. Mais il ne faut pas évacuer l'histoire. Il ne faut pas évacuer qu'en 1917, que la France, l'Angleterre, les États-Unis ont envahi la Russie parce qu'il y avait la révolution russe. On appelle ça l'armée blanche qui était contre l'armée rouge qui était dirigée par Trotsky. Et les Russes vivent avec ça depuis 1917, même s'ils ne sont pas seulement plus, ça. Mais non, mais c'est un exemple. Il ne faut pas évacuer l'histoire quand depuis 1962, l'État voyou, pour reprendre l'expression de Daniel, des États-Unis a envahi Cuba. Je dis bien l'État voyou des États-Unis. Et puis, dernier point historique. Attends, je t'interromps. Mais Daniel t'a déjà dit, et t'a demandé, et je m'associe à sa demande, hors antenne, hors image, de ne pas procéder à cette comparaison pour expliquer le présent. Non, je ne peux pas. Nécessairement, le présent sera éclairé comme ça. Mais si mon papa n'avait pas rencontré ma maman, je ne serais pas là. Oui, c'est une belle histoire. Voilà. Donc, ça donne un bon notamment, mais nous sommes sous l'influence. Moi, j'ai essayé de trouver des journaux chinois et des journaux indiens. Ils ne racontent pas les choses de la même façon, même si les traductions de Diepel ne sont pas tout à fait ce que j'aimerais. Mais bon, et dernière chose, pourquoi on parle des gens qui ont de l'argent en Russie comme des oligarques et que M. Pinault, Bolloré et Niel, ce sont des milliardaires? C'est une simple question. Mais c'est un débat, mais moi j'ai la réponse. C'est une simple question de non, mais c'est pas, les gentils, ce sont des milliardaires, les méchants, ce sont des oligarques. Alors, tu as posé une question. J'ai l'impression que l'Europe s'est enfermée dans une nasse comme un titon dans la baie du Caraïbe. Ils sont entrés là-dedans. Et que tu as dit que le chercheur américain en sciences politiques, Francis Fukuyama, c'est ça, a parlé de la fin de l'histoire. Ouais. Pour l'Europe, la chute de l'URSS, c'était, on reste dans l'histoire, je n'y peux rien, c'était la fin. C'était la fin, c'était l'assurance que le capitalisme, le libéralisme avait gagné. Bon, c'était bon, il suffisait d'attendre. Et on n'avait pas prévu le capitalisme d'État. Excuse-moi de t'interrompre, parce que c'est avec un petit mépris pour les perdants. 70 ans de socialisme, de communisme. C'est lui qui l'a dit. Et l'Europe s'est endormie. Encore que je ne sois pas sûr que ce soit le bon terme. Bon, je ne dirai pas davantage. Je pense qu'ils sont surtout mal gérés la transition post-communiste, croyant que la démocratie et l'économie de marché allaient gagner, ipso facto. Mais je pense qu'on a oublié un fait humain, l'humiliation. Combien de Russes, même ceux qu'on espère qui vont se révolter contre Poutine, combien de Russes n'ont pas accepté cette fin de l'URSS? Combien? Personne ne peut répondre à cette question. Et combien sont humiliés? Il y a les nostalgiques du Parti communiste de l'Union soviétique. Il y a ceux-là. Il y a des nostalgiques, il y a des nostalgiques de l'Empire russe aussi avant. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en plus? Que tous les pays satellites
qu'ils dominaient, puisque c'était un empire russe, ont progressivement glissé et sont allés dans l'Atlantique, enfin dans l'OTAN. Et maintenant veulent entrer dans l'Union européenne. C'est la Yougoslavie aussi. Hein. C'est une forme d'humiliation. Et pour la Russie, l'Occident, c'est l'ennemi, et vice-versa. Et ça ne va pas changer. Je ne sais pas si ça va faire une troisième guerre mondiale. Et quand ils voient, je l'ai dit tout à l'heure, on voit les Américains intervenir en Yougoslavie, notamment pour le Kosovo, etc., ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer. Dictateur ou pas dictateur, ça a du mal à passer. Alors on peut s'interroger, c'est ça ta question, sur la naïveté, voire l'arrogance des Européens quant à la politique énergétique. Comment je peux dire, je n'aime pas ce mec-là, je n'aime pas ce pays, mais je vais quand même prendre ce qui me vend? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. À tel point que l'Allemagne a demandé, pour que les gazoducs, il faudrait qu'il y ait une carte de traverse qui ne soit pas dépendant des gazoducs qui traversent l'Ukraine. Ils ont demandé à la Russie de créer un gazoduc spécial Nord Stream 2 qui fait 1230 km pour que la Russie donne directement le gaz à l'Allemagne. Bon, il est fini, il n'est pas en service, mais croyez-moi qu'il sera en service. Un jour. Je suis sûr que dans les 5 ans, il y aura du gaz qui va passer dans ce Nord Stream, alors il n'y aura plus de gaz sur cette terre. Donc, je vois bien que l'Europe, j'aurais dit, et dans le texte que nous avons eu, a fait des déclarations tonitruantes, menaçantes, fracassantes, qui débouchent sur des actions gentilles. J'ai déjà parlé de SWIFT. Je rappelle que Joe Biden n'est pas chaud pour exclure la Russie du système. Il n'est pas chaud. Il accepte du bout des lèvres. Oh, c'est lui qui met la zizanie, mais il accepte du bout des lèvres. Et certains observateurs pensent, alors on va y arriver peut-être à votre guerre mondiale, pensent que pour que l'Europe s'en sorte, il faut qu'ils développent leur armement. Donc, qui dit armement dit escalade. L'Allemagne a commencé à se réarmer. Et M. Le Drian, notre distingué ministre des Affaires étrangères, est le premier qui a parlé de guerre nucléaire. Il a bien dit que nous avons la bombe. Enfin, je synthétise sa phrase. Je pense que c'est d'abord... Il l'a dit et après Poutine a... Non, il a dit et Poutine a répondu. Ça, c'est sûr. Même sur LCI, il dit ça. Ou sur CNews. Mon Dieu, c'est pas des références, CNews. Oui, c'est bien ça. C'est bien pour ça que j'ai dit même sur LCI et CNews, ils disent que Le Drian l'a dit avant Poutine. On est en route vers l'escalade. L'avenir nous dira. Peut-être qu'on ne pourra plus en parler, puisque si les bombes atomiques volent de partout. Mais moi, je maintiens que les guerres de pays à pays ou de groupe à groupe, tu parlais de la triple alliance et de la triple entente, la Première Guerre mondiale, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Dans les cours de récréation non plus. Quand je me battais dans la cour de récréation, je n'étais pas plus méchant que le gars qui me pétait la bouche et à qui je répondais. Et les guerres, c'est la même chose. Il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais quand on reçoit les informations d'un seul tuyau, c'est compliqué. Il y a une chose que je vais signaler, c'est qu'il est historiquement prouvé que tant Helsinki, celui qu'on galvaudait dans ce moquait parce qu'il était alcoolique et tout ça, que Poutine, à leur début, ont essayé de se rapprocher de l'Europe, ont essayé, avec beaucoup de diplomatie, de tempérer l'expansionnisme de l'OTAN, ont essayé d'avoir des relations. Et que ce principe de Fukuyama, de la fin de l'histoire, qui fait que nécessairement, avec un petit mépris de l'Occident capitaliste, libéral, qui a réussi sur ces communistes imbéciles, qui avaient cru que le bolchevisme serait la solution pour la possession, l'appropriation collective des moyens de production, ce mythe, etc. Donc cette lutte post-idéologique fait que, à mon avis, s'il a dû avaler des couleuvres et que ça n'a pas été fait pour son équilibre mental et moral et spirituel actuel. C'est une conception, hein, c'est une opinion. Donc ça n'est pas sujet à débat. Bon... On a digéré ce gros morceau d'Ukraine, on n'en a pas fini. Malheureusement, ça va être un petit peu comme le Covid. Vous avez eu droit à plusieurs émissions, mais il ne faut pas évacuer ces problèmes. On a eu 2 ans de Covid. C'est pas fini. On a eu quelques émissions, mais on n'en parle plus. On parle du virus. Voilà. On passe au chapitre société. On
on me disait de remettre mes micros droits vers ma bouche. Alors j'ai remis mes micros droits vers ma bouche. On est en famille, n'est-ce pas? Alors déjà, 6 monuments aux morts vandalisés en Martinique. Qui fait ça et pourquoi? Est-ce qu'on s'en fout? 12 000 € par là pour refaire des plaques de Ducos, 7 000 par là, on les remet, on met des visios, on met des projecteurs, des caméras, et puis on se dit, bon, c'est la guerre finie. Et puis ça, ou alors ça a une connotation plus grave. Qui c'est qui doit traiter ça? C'est Christian? Non, c'est Nadia. C'est Nadia. C'est Nadia. C'est moi. Écoute, c'est moi qui dois traiter d'un sujet sur lequel je suis complètement... C'était Bécoué. Merci. Je ne savais pas comment le dire en français. Je suis assez hallucinée parce que finalement, il y a 6 monuments aux morts en Martinique qui ont été vandalisés, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas de revendication. On ne sait pas qui fait ça. Et ça reste objectivement sans... Enfin, on tombe vraiment des nues parce qu'un monument aux morts, c'est donc un monument qui rend hommage aux soldats morts en guerre ou aux victimes de faits de guerre. Et ils sont communaux, mais c'est surtout un hommage de gens, de personnes à d'autres personnes, des personnes de leur cru. Le monument aux morts de Ducos, c'est bien... C'est les gens de Ducos. Ce sont les gens de Ducos, c'est la famille. Et c'est un petit peu inconcevable que ce... Alors c'est vrai que nous sommes à l'ère des déboulonnages et autres revendications violentes où on casse tout, etc. Mais ça interroge, en tout cas moi ça m'a vraiment interrogée de me dire mais des monuments aux morts, des personnes, alors que nous sommes encore en train de faire un travail d'historien. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est bien entendu les personnes idoines. Merci. J'ai peur de pencher son nom. Sabine. Un travail colossal qui continue un travail de recherche pour bien répertorier et amender, actualiser, merci, les plaques en mettant le nom des personnes. Et aujourd'hui, tout cela est cassé. Pour quelles raisons? Et c'est vrai que la curiosité et la surprise reste de mise à se dire, mais pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le message derrière ces dégradations? On me rappelle dans l'oreillette que Sabine André von Milton a été reçue déjà par Zitata. Nous sommes une chaîne extraordinaire, mais continue. Oui, voilà, donc les monuments cassés, enfin aujourd'hui il y en a 6. On a presque peur que ça continue. Que ça continue. Surtout que ça n'a pas de sens. Non, mais on peut se demander aussi, enfin, c'est pas pour donner du crédit aux gens, mais les monuments, moi, c'est écrit mort pour la France. En général. Donc. C'est une négation de la France? Non, voilà, j'essaie d'imaginer un anticolonialiste brut, tu vois, qui voit ça, par exemple, il a 20 ans, 22 ans, il voit mort pour la France. Et s'il considère, c'est pas pour valider le truc, mais j'essaie de voir toutes les hypothèses, quoi, que la France a toujours été un pays colonialiste, la France est ceci, là. Donc l'individu, peut-être par naïveté, peut se dire, quelle histoire de mort pour la France? Oui, mais c'est peut-être parce que justement, il y a un manque de culture. De connaissance. Parce que quand on pense, par exemple, moi je prendrais 2 exemples qui sont Marcel Manville, dont on sait l'engagement anticolonialiste. Quand on prend France Fanon, qui s'est engagé dans la guerre en faveur des Algériens indépendants, ce sont tous les deux des personnes qui se sont engagées pour aller combattre contre les Allemands. Donc par conséquent, le fait qu'on puisse être anticolonialiste n'empêche pas qu'à un moment donné, parce qu'on considère qu'il y a des valeurs qui sont en jeu, il y a quelque chose qui transcende. Il y a une hiérarchie. Et à ce moment-là, l'urgence, c'est de dire il faut bouter celui qui veut exterminer des Juifs, qui veut liquider un certain nombre de personnes, les Noirs. Les Noirs. Les Allemands, avant les Juifs, ils s'étaient exercés sur les Noirs. Et donc, par conséquent, il y a des personnes qui considèrent que ça vaut le coup de risquer sa vie, parce qu'il y a des valeurs qui sont importantes je vais ravir la parole à Daniel. Oui, j'ai fini. Parce qu'elle aura un sujet à traiter très longuement. Serge, tu voulais dire? Oui, juste pour dire que je rejoins au Gros Monde, c'est écrit « Passant, aller dire à Paris qu'ils sont morts pour la France ». C'est écrit sur le monument aux morts. Et sur ce monument aux morts, il y a Marcel Tally, qui était né en février 1893 et qui est mort à Sedulba, en Turquie, en 1917. Wow. Il avait été réquisitionné,
il ne pouvait pas ne pas y aller. En plus, il était fils unique de sa mère. Et il est mort avec un copain du Gros Monde qui était né un mois après lui, en mars 1893, qui s'appelle Oculi Lérigab. On ne leur avait pas demandé leur avis. Ils sont allés, ils sont morts, ils sont sur ça. Et ceux qui sont allés, je finis en 39-45, il y en a d'autres qui nous défendaient, Daniel l'a bien dit, des griffes du nazisme. La question que je me pose, faut-il croire que ce sont les descendants de ces nazis qui se vengent sur ceux qui ont lutté contre le nazisme? Ouais. Autrement dit, est-ce que ce sont des nazis martiniquais qui détruisent? Belle question. Non, moi je pense qu'être ignorant, c'est pas nécessairement être nazi. Non, être ignorant, être sourd, ne pas connaître ton histoire. Peut-être qu'ils ne sont pas ignorants. Ben, je vais peut-être lié, mais c'est pas. Bon. Non, ce que cet aspect intellectuel, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. D'abord, la clé, c'est que ils ont été recrutés, ils ont été engagés, c'est-à-dire qu'ils ont été, c'était la. On avait ça, demande le terme technique. Conscription obligatoire. Donc tu es dans un pays, tu es là, la de France, Martinique, l'armée, le gouvernement, la France. Si tu es dans un système accepté, tu es colonie ou tu es département après, il faut que tu partes. Tu ne vas pas partir à Sainte-Lucie. Mon grand-père est parti 2 fois, mais les 2 fois, il a réussi à se faire renvoyer en Martinique parce qu'il avait 4 ou 5 enfants. Il en a dû déclarer 5 ou 6 en plus. Donc cet aspect, c'est un premier point. Donc quand même, quand tu viens casser ça, tu dis c'est des boucles déjà capot. C'est déjà des boucles. En fait, ils étaient obligés de partir, quitter famille, quitter leur soleil, leur douceur, leur climat, leur vie douce, la petite mer, etc. Bon, premièrement, aller affronter quoi? Aller affronter à 8000 km, partir en bateau, la nausée, le mal de mer, revêtir des capotes, des godillots durs, le froid, la dureté, la puanteur au quotidien. Mais qui a fait son service militaire tout simple dans des conditions très, très modernes, comme je l'ai fait? C'est que les premiers jours, on s'est dit, mais ça a senti mauvais en cas maintenant. Ensuite, le froid glacial, les tranchées, les bombes, la souffrance. Enfin, quelles que soient les raisons, quel que soit qui meurt pour la France, meurt pour papa, de Gaulle, etc., tu honores quand même la souffrance et la mutilation de ta société. Tu fais une petite projection sur le tu n'es pas un grand grec, tu n'es pas un grand intellectuel, mais tu te dis, mais ils ont eu une souffrance terrible, nos parents. Non, mais il faut se poser cette question-là. Ouais. Mais il faut se poser cette question-là. Il faut rappeler aux gens la réalité de l'histoire. La réalité de l'histoire, ce sont des souffrances, ce sont des pleurs, ce sont des chagrins, ce sont des séparations. Allons essayer de voir les choses très simplement. Alors arrêtez les enfants, arrêtez, peut-être pas révolutionnaire, c'est trop facile. Oui. C'est pas facile. Si le pauvre est sérieux, vous affrontez. Je ne vous conseille pas de le faire. Au moins qu'on a un peu d'admiration. Et puis un visage découvert. Oui, un visage découvert. Et puis qu'on a un peu d'admiration pour vous. Allez dans la Sierra Maestra, moi, je ne vais pas vous mépriser parce que c'est ce qu'on a fait à Poutine et c'est ce qui a amené sa radicalité. Non, mais arrêtez. Bon. Ce n'est pas les mépriser, c'est essayer de capter quelque chose en eux pour leur dire que c'est... 3 anciens officiers sont reconnus coupables d'avoir violé américains, les droits civils de George Floyd. Tu développes l'aspect un peu intéressant que... Oui, alors, donc je crois que tout le monde a encore en mémoire l'assassinat de George Floyd, puisque quand un policier est à dada sous le cou de quelqu'un pendant 9 minutes, et que cette personne lui dit « je ne peux pas respirer », et qu'il continue, c'est vraiment un assassinat. Donc tout le monde a en mémoire, avec toutes les manifestations qu'il y a eu dans le monde, donc ce noir américain qui est donc plaqué à terre, menotté, et il y a donc 7 officiers qui est sur son cou, et il y a 2 autres policiers qui le tiennent, et un 3e qui écarte la foule. Donc c'est ça le tableau. Et celui qui était à dada, j'aime bien l'expression, a été quand même condamné à 22 ans de réclusion criminelle. Oui, donc la première conséquence, alors déjà le lendemain, les 4 sont limogés, les quatre policiers. Et ensuite, donc Derek Chauvin, celui qui était donc à dada, il y a un jury qui le reconnaît coupable et après, il est condamné à 22 ans et demi de prison. Et c'est déjà une première victoire parce qu'on a des tas d'exemples parce qu'il y a d'autres personnes comme Floyd qui ont été étouffées par les policiers, dont les auteurs n'ont pas été condamnés, n'ont pas été reconnus coupables. Donc là, c'est déjà une première victoire. Et là, ce qui vient de se passer, c'est qu'un jury fédéral, donc il y a quelques jours, a reconnu coupables les 3 autres policiers qui étaient donc avec Derek Chauvin.
il y en a deux, les trois, on a considéré qu'ils n'ont pas respecté les droits civils de George Floyd. Donc il faut se placer dans ce qu'est la Constitution américaine, parce que c'est vraiment des infractions qui sont répertoriées et qui entraînent justement qu'on puisse condamner des gens. Et en quoi ça a constitué de ne pas respecter les droits? C'est d'une part, quand il a été, de ne pas lui avoir porté assistance, quand on a constaté que son pouls ne battait plus, et d'autre part, d'avoir été complice du meurtre. Et ce jury fédéral, là, parce que la question du meurtre va être examinée en juin, c'est une première. C'est une première parce que il a été dit à ces officiers qu'ils auraient dû s'opposer à leur supérieur hiérarchique. Et non pas le contraire. Voilà. Pas de subordination militaire. Aux États-Unis, c'est une première, parce que le principe, c'est tu suis ton supérieur. Parce qu'autrement, ça risque de créer des tas de problèmes aux États-Unis si tu commences par ne plus pouvoir suivre. Mais là, on a considéré qu'il y avait des droits fondamentaux qui étaient en jeu. Et le fait de n'avoir pas empêché son supérieur de les mettre en jeu, ça entraînait donc qu'il soit reconnu coupable. Donc moi, je pense que c'est une grande avancée. Oui, c'est une grande avancée. Et juste pour terminer, en parlant d'autre chose, mais qui quand même peut être un peu lié, c'est de signaler le fait qu'il y ait pour la première fois une femme américaine noire qui a été désignée par Joe Biden à la Cour suprême des États-Unis. On en parlera plus longuement. Elle n'est pas encore validée. Nous allons, oui, le Sénat, non, validée par le Sénat. Nous allons faire un sujet à terme. Je pense qu'on va parler. Ça ressemble déjà à du cinéma, ça. Ouais. Quand même. Fruitisation. Un petit jingle. Christian qui doit parler de l'Office de tourisme de Sainte-Anne. Moi, voilà, je veux parler de l'Office de tourisme de Sainte-Anne. Alors, j'ai été convié par Michel Béroir à une intervention, je ne savais pas où j'allais d'ailleurs, avec Bernard Boulosier, Michel Béroir, Bernard Boulosier et moi-même. On a appelé ça les 3 B. Hein. Et en fait, quand j'arrive à Sainte-Anne, je vois effectivement un marché avec beaucoup de produits locaux et puis énormément de touristes. Et puis, il y avait des stands, vraiment quelque chose de sympathique, quoi. Et nous, on a pris la parole sur le podium et on a parlé des musiques de carnaval, devant un auditoire qui adhérait, devant un auditoire intéressé. Même les touristes qu'on voit sur les photos, on voit des touristes. Et j'ai trouvé ça merveilleux, je ne sais pas si... Voilà. Donc, nous avons fait notre intervention sur les musiques de carnaval. Alors, Bernard Boulosier, que vous connaissez, avec son festival La Clarinette, ses initiatives au sein de la Maison de la Culture du Lamentin. Michel Béroir, son côté historien, a travaillé beaucoup sur la Biguine. Il a même fait des recueils sur le Loup-Bois-la-Ville avec les chansons. Et moi, de mon côté, avec mes connaissances, ça c'est mienne, si je puis dire, puisque j'ai connu toute la production musicale de cette époque. Donc, voilà, vous vous rendez compte, ouais, c'est beau, j'ai hein, été charmé par ça. Et je veux féliciter la ville de Sainte-Anne, l'Office de tourisme du Sud et l'Office de tourisme de Sainte-Anne, parce que c'est important qu'on puisse effectivement donner des produits culturels à ceux qui nous visitent. C'est vraiment très important. Et puis, quand nous avons terminé, il y a eu le ballet Tiffer-Smack, qui a été créé par Madame Vadleux, et qui a fait une prestation de très grande qualité. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que je suis toujours très intéressé par la cohabitation, si je puis dire, de la culture et du tourisme. Il faut découvrir notre littérature, il faut découvrir notre peinture, il faut découvrir nos musiques, il faut découvrir nos danses. Donc, nous avons... voilà. Donc, c'est avec beaucoup de joie que j'ai participé à cette manifestation et que j'ai proposé à Gérard d'en parler quelques minutes. Très intéressant. C'est dans la même optique que tu veux nous parler des ronds-points? Là aussi, je suis assez sensible, effectivement, à la décoration des ronds-points. C'est très important. Il me semble que la ville du François, si je ne me trompe pas, a été l'une des premières à créer ce dispositif, décoration des ronds-points. Et la ville du François, cette année, ils ont choisi de faire un projet pédagogique. Les écoles se sont occupées de la décoration des ronds-points. Vous voyez, pendant le carnaval et pendant la Noël. Et je trouve ça très intéressant. Alors là, c'est Sainte-Anne qu'on voit, puisque Sainte-Anne, le François, Trinité notamment, ont décoré le rond-point. Je ne sais pas s'il y en a d'autres images, ça aurait été bien. Mais voilà, et je pense que c'est une bonne initiative. Trinité, c'est un choc visuel parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont sur le rond-point, qu'est-ce qu'ils font là? Et quand on arrive, on dit, ah tiens, c'est pas... Mais je crois que c'est très intéressant parce que ça permet à des gens de travailler, ça permet de crier, ça permet aussi d'offrir... Développer l'imaginaire Développer l'imaginaire, très bien, et puis embellir, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne orientation qu'on aurait pu garder dans l'ensemble des ronds-points comme ça. Je crois qu'on pourrait offrir quelque chose de très agréable à nos visiteurs et puis à nous-mêmes. J'ai eu une conversation avec un sponsor très important et comme je me mets debout devant ce que je dis, je vais dire son nom,
M. Bernariette, qui était désolé de voir qu'il avait contribué énormément au fleurissement de la ville du François, voilà. et que pas une commune de la Martinique n'avait suivi vraiment l'exemple qui avait été ainsi initié. Bon, je sais que ces paroles ne comptent pas, parce que il est ce qu'il est, c'est comme ça que ce pays-là est. On regarde les gens qui parlent avant d'écouter leurs idées. Mais je pense que les maires, et avec plus ce que dit Christian sur les ronds-points, également autre chose. J'avais pris mon téléphone là pour le féliciter, c'est Arnaud René Corail. Si oui, vous voyez les ronds-points les Trois-Îlets, ils sont mignons, magnifiques, plein d'idées. Il m'a expliqué que c'est par le recours à une jeune architecte ou une décoratrice dans ses rangs du personnel municipal qu'il avait pu ainsi upgrader, rehausser le niveau de ces ronds-points. C'est très important parce que, bon, vous connaissez la litanie, pays touristique, pays de beauté, pays de fleurs. Je dis ça avec une certaine lassitude, mais enfin, bon, monsieur, mettez-vous à faire ça, quoi. Vous êtes élu, avant de payer à belle, rendez les gens heureux, quoi. Pour la beauté. Non, c'est juste, moi, j'aime faire ça. Espérons qu'ils ne vont pas confondre avec un monument aux morts. Il a arraché ça après. Mais planter, quand il a arraché, nous, quand il planter, voilà. Que cinéma? On y passe. Oui, au jingle, cinéma. Nadia, à toi la parole. Moi, je vous passe à la machine. 30 degrés couleur, ça ressemble à un programme de machine. Mais c'est un vieux film. C'est un film qui a 10 ans. Oui. C'est le deuxième film de Lucien Jean-Baptiste. Vous savez ce qu'on dit quand un réalisateur fait son premier film et que c'est un succès, on se dit c'est la chance et on se souvient de Ma première étoile. Ouais. Et finalement, on conclut, on valide l'essai au deuxième film. Ah ouais. Et 30 degrés couleur, il a eu un accueil très tiède. Ah oui. Parce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris comment... C'est celui du carnaval. Oui, oui. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler cette fois-ci. La cohabitation de la mort et du carnaval. Pour faire parce que objectivement, Lucien Jean-Baptiste, il a mis en image le carnaval de Martinique d'une façon, me semble-t-il, unique jusqu'à présent. Ah ouais. Avec un personnage qu'on voit à l'écran joué par Édouard Montout-Zamba, qui est resté plusieurs mois en Martinique pour prendre l'accent, parce que Lucien Jean-Baptiste était conscient et lui a dit, c'était vraiment la pression, Édouard Montout en témoigne, c'était vraiment la pression, les premiers mots, c'est sa première ligne de dialogue, c'était de dire à Lucien Jean-Baptiste, qui lui joue le rôle d'un négropolitain. Ouais, un bounty. Un bounty pour la gaufrette. Ouais. Donc blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur. Ouais. Historien qui revient au pays alors qu'il a réussi. Et son copain qui lui dit tu ne me reconnais pas. Mais qui le dit avec bien l'accent, parce qu'Édouard Montout, lui, il est guyanais, il vit dans l'Hexagone. Donc, il n'a pas la façon de parler. Et là, pour le coup, il s'était vraiment entraîné et c'était le déclenchement. Donc, il arrive haut en couleur, vraiment. Et il a vraiment... On a la bonne annonce. Oui, écoute, regardons là. Alice, je dîne pas là ce soir. Ok, j'élève mon verre pour mon ami. Je prie que tu vois, c'est mon travail d'historien, rien d'autre. Bien sûr, le plus grand historien que la France nous a donné. C'est maman qui m'a demandé de t'appeler. Écoute, là je suis au restaurant. Elle va mourir. Ma grand-mère, je la connaissais même pas. Il reste des places. En écho. Pardon, excusez-moi, monsieur. Vous n'êtes pas Lilian Thierem? Qui? Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu au pays? Presque 30 ans. Patrick Rima! Alors pourquoi? Tu me reconnais pas? C'est moi, Zamba! Tu sais qu'on va bien s'amuser? Parce que c'est carnaval! Coup de loup est de retour! Vous êtes ici chez vous? Il est vrai que cette île a pour tradition d'accueillir les Noirs avec ferveur. Maman nous attend. Mon fils. Il faut procéder à des examens plus approfondis à Paris. N'importe quoi. Excusez-moi, vous avez le wifi ici? Internet? Faudrait mieux aller voir un quimboiseur. Un quimbois quoi? Faut quand même. Un sorcier. Attends, tu veux me faire voir qu'il y a encore des gens qui font ça? France-Croatie, Lignan, tu m'as fait vibrer. Mais ça va pas, non? Mais merde! Vous commencez tous à m'emmerder. Alice, on y va. Qui t'es Alice? Mais Marc, tu me gueules dessus! Arrête ça, papa! Pourquoi tu pas déguisé, toi? Non. Ça fait 30 ans qu'on t'a pas vu et tu veux tout contrôler. T'as pas compris? C'est la couch! C'est carnaval!
carnaval. Attendre 3 jours par an pour vivre. Ça veut dire quoi, ça? T'es qui pour me donner des leçons, Patrick? Tu vis dans tes costumes, mais en dessous, tu seras toujours un nègre. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort, s'il vous plaît? Putain, il est blanc. Zéro. 30 degrés couleur, donc vous avez compris, un film qui parle du carnaval et qui finalement resitue le carnaval dans sa réalité, j'ai envie de dire sociologique, à savoir ce rapport avec faire la fête au-dessus du volcan, faire la fête mais en étant connecté, lié à la mort, puisque finalement il rentre en Martinique alors que sa maman décède, mais que c'est carnaval. Donc c'est faire la fête, mais pas que, avec une certaine profondeur, une certaine tristesse. Et cette comédie douce amère, qui nous parle énormément dans nos latitudes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en filigrane, presque, j'ai envie de dire, dans les sous-titres, et qui restent invisibles, et en tout cas illisibles avec les yeux de l'Hexagone. C'est pour ça que sans jeu de mots, que 30 degrés a eu un accueil tiède. Oui, ça a eu un accueil vraiment très tiède parce que les gens s'attendaient à le public hexagonal, une grosse comédie comme Ma première étoile l'avait été. Ouais. Alors que c'est beaucoup plus subtil. On se moque un petit peu des gens de l'Antillais, qui accèdent au froid, etc. Enfin là, c'est vraiment là. On s'attendait. Enfin, ne serait-ce que sur le carnaval, je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient, mais ça reste une belle image du carnaval, mais très rapidement, en regardant le film, on réalise qu'on ne rit pas à gorge déployée. On a toujours ce petit fond de tristesse, d'amertume. Est-ce que Lucien Jean-Baptiste, en 2 mots, parce qu'on me dit qu'il faut avancer, est-ce que Lucien Jean-Baptiste, après, a rebondi? Et comment? Il a réalisé, il a déjà tes yeux. Ah oui. Il a déjà tes yeux et c'est Lucien, entre autres, parce qu'il a fait d'autres films. Mais objectivement, il est l'un des rares Antillais de l'Hexagone à avoir véritablement une place, un nom sur. Et en tout cas, il se fait produire ses films. Il était dans la série Munch aussi. Oui. Parlons un petit peu de musique, si vous voulez bien. Musique égale Christian Boutan, ça va de soi. Non, je voudrais effectivement faire un hommage à un guitariste très, très profond qui nous a laissé, il s'appelait Rico Loza. C'était un homme très humble, très discret, auteur-compositeur, à qui j'ai remis un prix pour l'œuvre Gopwell, qui a été un succès de l'année, quand on a fait les prix de la SACEM. Alors, je suis qu'il est décédé du Covid, il était asthmatique. Et il a joué avec beaucoup de gens, il a joué avec notamment Quaxicolor, tous ces gens. Magma. Et absolument. Et donc, je suis très affecté parce que je devais aller à l'enterrement hier, et puis hier, j'étais malade. Je souffrais. Non pas le Covid, mais enfin, j'avais un problème j'avais un petit problème qui fait que. En fait, nous sommes tous cas contact, vous avez compris. Et donc, je tenais à faire cet hommage à sa famille, à exprimer encore mes condoléances à sa famille et à tous les musiciens qui l'ont accompagné. Je sais que José Zépina, par exemple, Dalila Daniel ont travaillé beaucoup avec lui, Kali a travaillé avec lui. Et tout le monde l'appréciait, donc je profite de ce moment en télévision pour faire à sa famille mes hommages les plus profonds. Et nous, à Contretemps, et à Zitata singulièrement Contretemps, on va vous faire passer quelques notes de Gopwell pour que les gens se rappellent exactement de qui il était. Ouais, c'est plus force. Ne laisse pas aller dans la dérision comme ça, mon frère. Levez comme t'es comme t'es ta qui t'es comme aller, mais t'es comme cool, mais t'es comme free. Positif énergie, chouquet comme bouger comme plus force, c'est plus force. L'on pas qu'à manger, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à raser, ou qu'à manger, sale, yo qu'à crier ça. Gopwell. Qu'à jouer maman, qu'à jouer papa, qu'à jouer ichou, qu'à jouer voisin, yo qu'à crier ça. Gopwell. Qu'à craser, briser, qu'à gourmer toutes les cababiers, maman, yo qu'à crier ça. Yo qu'à crier ça. Yo qu'à rêver ça, oh.
Vous avez vu, c'est pas tout à fait ma musique, encore que si je devais danser, c'était quelle musique Maman Montala. Vous avez vu la subtilité des arrangements de la guitare en dessous, l'harmonie et tout, c'est très bon, c'est très bon cette musique-là. C'était un très bon musicien. Ouais, très bon musicien. Et je pense que c'était, vous allez me contredire si je me trompe, c'était la voix intelligente. Je ne veux pas que les autres soient fâchés, à l'abordage. Il intervenait souvent. Oui, il travaillait un petit peu avec Marie Première. C'est celui qui avait une certaine finesse. Je crois que c'était lui. C'est pas que les autres ne l'aient pas eu, cette finesse, etc. Enfin bon, je sens que je vais faire des émus ou des défâchés. Écoutez, je crois qu'on a fini cette émission avec un peu de nostalgie, avec de la musique. Mais pour sortir en beauté, on doit avoir beauté de l'oreille, on doit avoir encore une autre vidéo à écouter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Akoda, c'est un métissage, c'est un mélange de couleurs, c'est une fusion des rythmes. Venant de La Réunion, j'ai forcément mis une petite touche personnelle avec des rythmes de Maloya, des rythmes venant d'Afrique. Je m'intéresse à des musiques et à des rythmes qui viennent plutôt des Antilles, de la Guadeloupe. Et bien sûr, ce qui me semble important dans notre musique, c'est de retrouver des couleurs jazz. Ça fait quelques années que je travaille avec Franck Lemérégie, donc aux percussions, et Benjamin Pellier à la basse. François-Marie Moreau au saxophone aussi, c'est un musicien extraordinaire. Je me régale vraiment de partager ma musique avec eux.